Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sylvie Diastana et je suis la directrice régionale de Femmes et Sœurs à Laval. Alors, toute l'équipe de Femmes et Sœurs se joint à moi ce matin pour vous remercier de votre présence avec nous. Vous êtes près de 200 personnes à vous être inscrites à ce webinaire sur Maîtriser vos finances, une entreprise solide en 3 étapes, présenté en collaboration avec notre précieux partenaire, la BDC. Depuis les derniers mois, avec la situation que l'on connaît, toute l'équipe travaille sans relâche afin de vous proposer des initiatives répondant à vos défis actuels. Le partenariat développé avec BDC devenait donc tout naturel vu la pertinence des thématiques des webinaires développés par BDC. Ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous Alexandra Lefebvre, directrice de compte principal Petite Entreprise, pour vous présenter ce webinaire. Elle aura la chance de se présenter plus longuement dans les prochaines minutes, mais juste une petite intro. Donc, Alexandra Lefebvre est directrice de compte principal Petite Entreprise depuis 2018. À ce titre, elle soutient les entrepreneurs avec leurs demandes de financement et les accompagne à chaque étape de croissance de leur entreprise. Dans le cadre de la stratégie des femmes entrepreneurs de la banque, Alexandra assume également la responsabilité d'aider les entrepreneurs majoritairement détenus par des femmes à surmonter leurs défis uniques, à accélérer leur croissance et à prendre de l'expansion. Passionnée par l'entrepreneuriat et animée par un désir de faire une différence, elle n'hésite pas à partager ses connaissances et son réseau de contacts pour soutenir les entrepreneurs et les causes sociales qui lui tiennent à cœur. Le développement et le réseautage d'affaires font également partie de ses priorités. Alexandra est diplômée de maîtrise en expert comptable CPA de l'Université de Sherbrooke et détient également le titre de CPA. Alors, juste avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous informer de quelques détails logistiques associés à la rencontre. Durant la présentation, tous les micros seront en mode discrétion afin de limiter les bruits ambiants et de s'assurer de la meilleure qualité sonore possible. Il vous sera possible de poser des questions dans le clavardage si vous le souhaitez. Ce dernier est accessible lorsque vous descendez le curseur en bas de l'écran à droite. Vous trouverez une bulle qui vous permettra d'accéder aux discussions. Par contre, dans le souci de permettre à notre conférencière de trouver tout le contenu en lien avec la présentation, nous répondons seulement à la fin. La présentation devrait durer environ 35 à 40 minutes, ce qui devrait vous laisser environ une quinzaine de minutes pour poser vos questions. Je dois aussi vous informer que la présente rencontre est enregistrée dans un objectif de rediffusion. Pour cette raison, si vous ne souhaitez pas être enregistré, nous vous invitons à fermer votre caméra en utilisant la même barre au bas de l'écran. Nous vous rassurons que notre conférencière sera mise en vedette et nous voulions voir uniquement cette dernière. De plus, nous vous laissez une heure. Donc, une fois l'enregistrement terminé, il sera possible de poursuivre la période de questions pour plus ou moins environ une trentaine de minutes. Alors, on n'entend pas ce que vous dites. Sylvie, je crois que le fil de ton Internet, la connexion est mauvaise, on t'entend très saccadé et tu es gelée. Donc, je vais juste peut-être reprendre la fin là, peut-être du mémo là, au niveau, je crois que tu étais rendu au niveau du déroulement du clavardage. Comme le clavardage, bonjour Martine Cournoyer de Femmes et Sœurs, je suis sincèrement désolée. Vous savez, la technique nous permet de se rassembler comme ça en cette pandémie. Mais parfois, on rencontre des petits soucis, donc merci de votre patience. Rapidement, je vais simplement vous répéter ce que Sylvie essayait de nous dire tant bien que mal. D'écrire vos questions dans le clavardage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre au fur et à mesure et par la suite, on va pouvoir les retransmettre à Alexandra qui sera en mesure de pouvoir répondre à tout. Il y aura une période de questions de 10 minutes et à 10 heures, on va arrêter l'enregistrement, mais je vous invite à rester en ligne pour poser vos autres questions. Donc, il y aura seulement 10 minutes de questionnement à enregistrer. Alexandra, on a déjà fait la présentation. Au moins, on a pu bien t'entendre. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Donc, Alexandra, je te passe à toi l'honneur. Merci à vous tous de votre compréhension et Sylvie va nous revenir en forme au courant du webinaire. Merci.
Super. Donc, bon matin à tous. Comme on a mal entendu Sylvie, là, mais je suis Alexandra. Je travaille à la BDC depuis un peu plus de 2 ans et demi. Donc, je voulais juste, avant de débuter, célébrer un peu. Là, hier, c'était la journée de la femme. Donc, à toutes les femmes qui participent au webinaire ce matin, on célèbre là, toute la semaine. Il y a plein d'événements là, en lien avec la thématique. Donc, on a eu plein de beaux témoignages là, hier là, sur les médias sociaux. Donc, je voulais juste prendre un moment pour le souligner. Donc, allons dans le sujet, donc maîtriser vos finances. Dans le fond, l'objectif du webinaire, c'est vraiment de vous aider là, avec les finances de votre entreprise, de vous donner les outils, puis vous donner aussi des exemples concrets pour raffiner là, vos connaissances en termes de gestion financière. Puis c'est ça, dans le fond, c'est vraiment ça l'objectif de la présentation. Donc, ici, pour mettre la table, des statistiques intéressantes, dans le fond, c'est vraiment, la slide là, nous présente un peu une enquête là, qui a été faite pour évaluer les compétences et les connaissances financières là, des entrepreneurs canadiens. Donc, on remarque ici que 93% estimaient comprendre là, les principes de la gestion financière. Pourtant, seulement 7% ont répondu là, correctement, là, dans le fond, au niveau des questions là, de gestion financière. Donc, on le voit là, au niveau des entrepreneurs, là, on travaille beaucoup avec eux, puis souvent, leurs forces sont vraiment au niveau des ventes, du marketing, des opérations. Puis souvent, là, c'est quand on a des besoins là, au niveau d'un soutien financier que là qu'on réalise un peu l'importance de comprendre les chiffres et d'avoir une chaîne de gestion financière. Donc, ici, vous allez voir, là, vous allez probablement vous reconnaître, il y a plusieurs défis auxquels, plusieurs questions là, que les entrepreneurs se posent généralement. Donc, on voit ici, là, mon entreprise semble rentable, mais les fonds ne sont jamais suffisants. Mes ventes ont augmenté, mes profits sont à la baisse, je ne sais pas pourquoi. Les dépenses de l'entreprise sont excessives, où les profits sont parfois à la hausse, parfois à la baisse, ils sont irréguliers et imprévisibles, où je ne comprends pas tout à fait là, ce que mon comptable me dit. Donc, souvent, là, on se sent plus ou moins à l'aise là, de poser des questions. Donc, c'est pour ça que c'est important là, d'avoir une bonne compréhension puis de ne pas hésiter non plus à poser des questions au comptable là, pour comprendre davantage là, nos chiffres puis comprendre les écarts aussi. Puis, c'est ça, souvent, là, le comptable va fournir là, en fin d'année les états financiers. C'est là qu'on va voir si on est rentable ou pas. Mais c'est important de le voir en amont aussi parce qu'on le sait, là, les états financiers, quand le comptable nous les fournit, là, ça date déjà là, de plusieurs mois. Donc, on ne sait pas trop là, on en est où là, en temps réel. Donc, on va vraiment vous parler aujourd'hui là, de la méthode là, en 3 étapes, puis on va vous montrer vraiment pour améliorer là, vos compétences en gestion financière. Donc, quand on parle les finances saines en 3 étapes, on parle de premièrement faire le suivi de vos résultats, d'avoir vraiment une idée claire là, de la situation financière de mon entreprise, prendre des mesures pour l'améliorer, puis finalement, bien, obtenir le financement adéquat là, qu'on a besoin en fonction de la croissance de notre entreprise. Donc, on va vraiment décortiquer chacune des étapes. Donc, faire le suivi de vos résultats, c'est vraiment, premièrement, la première étape, c'est d'avoir une bonne compréhension de notre situation actuelle, puis c'est quoi nos objectifs financiers qu'on veut avec ça. Donc, par rapport aux projections financières, il y a vraiment 2 morceaux. Là. Le premier morceau, on parle vraiment de planifier vos flux de trésorerie. Qu'est-ce qu'on veut dire par les flux de trésorerie? C'est vraiment faire la meilleure estimation possible de vos rentrées et de vos sorties de fonds pour votre entreprise. Ça va être vraiment d'avoir une vue sur les hauts et les bas au niveau des flux de trésorerie. Ça permet de voir justement, c'est quand on va avoir des crunchs au niveau des liquidités, quand est-ce qu'on va avoir un trou là, au niveau des liquidités, ou quand est-ce que c'est le bon moment aussi d'entreprendre un projet. Par exemple, là, acheter un équipement, là, ça serait quand le bon moment là, en fonction de nos flux de trésorerie. Et après ça, c'est de faire le suivi de ceux-là. Donc, quand je parle de suivi, c'est après ça, on fait nos projections, mais après ça, il faut rentrer le réel. Qu'est-ce qui est vraiment rentré dans mon entreprise? Qu'est-ce qui est vraiment sorti? Puis de faire le suivi avec ça pour avoir quelque chose qui bouge là, dans le temps, là, puis qui évolue dans le temps. Puis après ça, dans le fond, on va pouvoir avoir une vue là, au fil des semaines, puis vous pouvez l'adapter au fur et à mesure, puis prendre les correctifs nécessaires là, si jamais là, on a des creux là, non prévus. Puis ça garde vraiment d'avoir une planification comme ça, là, ça garde vraiment une tranquillité d'esprit aussi pour vous, là, pour la gestion de votre entreprise.
Donc, quand on parle de gestion de flux de trésorerie, ça vient dans le fond avec un planificateur de trésorerie. On va voir un peu plus loin, là, qu'est-ce que ça ressemble à un planificateur de trésorerie. Comme je vous disais, là, c'est vraiment de recréer un peu les rentrées et les sorties de fonds. C'est vraiment un aspect hyper important, là. On le sait, même des entreprises hyper rentables, en grosse croissance, ils peuvent vraiment connaître de grandes difficultés s'ils ont des problèmes au niveau des liquidités. Donc, même si votre entreprise va super bien, les liquidités, c'est toujours quelque chose qui est toujours un enjeu là, pour la plupart des entreprises. Donc, de bien le prévoir, de bien faire les correctifs, de bien faire des projections de ceux-là, ça permet vraiment de vous aider. Puis, un planificateur de trésorerie, là, ça se fait sur un fichier Excel. On peut le faire aussi à travers votre système comptable. C'est vraiment simple à utiliser. Puis, on peut le suivre là, de semaine en semaine là, en tant que tel. Puis, ça permet, là, dans le fond, quand on parle de prévoir là, les entrées de fonds, on parle principalement là, les paiements de vos clients, puis les paiements aussi de vos fournisseurs. Donc, on va être en mesure là, de prévoir un peu là, votre trésorerie, là, quand est-ce que ça va être le bon moment là, de venir injecter au besoin. Donc, puis on va pouvoir aussi voir s'il y a eu des sorties de fonds extraordinaires, de comprendre pourquoi, faire les correctifs. Donc, tout ça, ça va vous permettre d'avoir une bonne vision là, de votre entreprise. Donc, plus concrètement, les flux de trésorerie, dans le fond, je l'ai mentionné rapidement, mais les entrées de fonds, là, on parle vraiment de tout ce qui est encaissé dans votre entreprise. Donc, tout ce qui rentre, l'argent qui rentre dans votre compte de banque. Donc, c'est sûr que si votre client il a acheté un produit à crédit, l'entrée de fonds va venir juste quand il va le payer. Puis pas au niveau où vous allez comptabiliser la vente, mais plus au niveau qui va être payé. Donc, c'est vraiment ça de regarder, là, c'est vraiment l'entrée de fonds. Puis après ça, vos sorties de fonds, bien, c'est la même chose. Si vous payez vos articles à crédit, on le comptabilise juste au moment où on paye là, votre fournisseur. Donc, c'est vraiment à la date ultérieure là, qui est importante de regarder. Donc, quand je vous disais là, de faire une projection de votre entrée de sortie de fonds, c'est de dire, OK, bien, c'est quand que je paye généralement mes fournisseurs, c'est à quel délai mes clients me payent, c'est de faire une projection de ceci là, dans le temps. Donc, je vous dirais, là, les principaux composantes là, du flux de trésorerie, c'est vraiment les comptes clients, les comptes fournisseurs, puis les stocks aussi vont venir jouer là, au niveau des flux de trésorerie. Donc, encore plus concrètement, ici, là, on voit vraiment là, un tableau là, de flux de trésorerie, là, un exemple de planificateur de trésorerie. Donc, je vous dirais, pour une plus petite entreprise qui est vraiment plus en croissance, on va y aller vraiment plus en semaine. Pour une entreprise plus stable, on peut y aller mensuellement, mais une entreprise qui bouge vite, là, je vous dirais, l'idéal, c'est d'y aller par semaine. Donc, on part avec le solde d'ouverture de votre compte de banque, puis après ça, on comptabilise les rentrées de fonds. Donc, les rentrées de fonds de mes comptes clients. Puis après ça, il y a les rentrées de fonds aussi de mes ventes au comptant que je suis payée directement. Donc, ça rentre là, dans les rentrées de fonds. Puis après ça, les sorties de fonds, bien, c'est toutes les dépenses que vous avez là, qui sortent de votre compte de banque. Donc, payer vos fournisseurs, les payes, tous les frais d'exploitation mensuels, votre loyer, les services publics, les communications. Après ça aussi, on a, bien sûr, si vous avez un financement, vous allez soit un paiement d'intérêt et de capital là, qui sort aussi de votre compte de banque. Donc, au net, on voit une diminution de 1 000 $ au niveau de la trésorerie. Donc, mon solde de trésorerie à la fin, il est de 9 000 à la fin de ma semaine. Et après ça, on repart avec ça. Donc, ça, c'est mon solde d'ouverture de la semaine 2. Puis on repart, puis on y va comme ça, puis on continue. Donc, vraiment, d'avoir une vue là, sur chaque semaine, là, ça devient super intéressant pour voir au niveau, c'est quoi mon solde de trésorerie à la fin de ma semaine. Puis comme je vous dis, après ça, on peut vraiment mettre le réel à travers ça. Donc, la semaine 1, un coup que la semaine 1 est terminée, on vient vraiment mettre c'est quoi le réel qui est venu. Puis après ça, notre fichier, il bouge. Donc, on a du réel, puis on a des projections là, qui viennent se mettre collées à ça. Donc, ça permet vraiment de faire les correctifs quand on voit des gros écarts avec ce qu'on avait prévu. Puis après ça, c'est ça, comme je vous disais, c'est de faire le suivi de ça, de regarder puis faire les correctifs nécessaires. Donc, si jamais on remarque que, oups, mon fournisseur, finalement, il ne m'a pas payé semaine 4, je ne l'ai pas payé semaine, je m'excuse, les comptes clients, on les a reçus, on les avait prévus recevoir la semaine 3, finalement, on les reçoit la semaine 4. Bien là, oups, c'est il y a des suivis à faire au niveau des comptes clients plus serrés pour avoir les flux de trésorerie nécessaires qu'on allait prévoir. L'autre morceau super important au niveau des finances, c'est vraiment les états financiers. Donc, ça, c'est ce que votre comptable vous remet une fois par année. Mais après ça, on peut aussi le suivre mensuellement à travers votre système comptable. Donc, on va vraiment passer les 3 types d'états financiers. On parle de l'état des résultats, du bilan
puis du flux de trésorerie. On va vraiment passer à travers, vraiment détailler là, pour voir un peu en quoi ça se compose. Puis c'est sûr que c'est toujours l'outil là, formel là, que les banques utilisent. C'est vraiment un outil là, pour plus usage externe. Les banquiers, les investisseurs potentiels vont vraiment regarder vos états financiers. Pour vous, c'est intéressant là, à titre d'entrepreneur d'avoir une vue sur vos états financiers, mais je pense que l'idéal aussi, c'est de voir en temps réel là, c'est quoi vos chiffres, vraiment de sortir vos états, des résultats mensuellement pour voir vraiment là, à quoi ça ressemble mensuellement là, mes chiffres là, de mon entreprise. Donc, quand on parle de l'état des résultats, c'est vraiment une vue là, sur revenus-dépenses de votre entreprise. Donc, ici, là, on a une photo d'une société de fabrication. Vous allez voir, là, on voit vraiment les revenus. Ensuite, on a le coût des marchandises vendues. Donc, c'est quoi les dépenses qui sont en lien avec les produits que je vends? Donc, on parle de la main-d'œuvre directe, vraiment votre main-d'œuvre opérationnelle, puis des matières premières, bien évidemment, qui nous donne un bénéfice brut que vous voyez là, année 1, 136 000. Puis après ça, vous avez toutes vos charges d'exploitation, on peut dire plus fixes, que vous avez chaque mois pour votre entreprise. Puis après ça, ça donne dans le fond le bénéfice avant impôt et amortissement. Puis par la suite, on passe l'amortissement, l'intérêt, puis on arrive au bénéfice net. Si vous avez une entreprise de service, le coût, dans le fond, là, vous n'avez pas la ligne là, matière première, puis le coût des marchandises vendues, c'est principalement la main-d'œuvre sur laquelle les mandats, là, que si vous avez une entreprise de service, ça va être vraiment votre main-d'œuvre, le coût des marchandises vendues. Vous n'allez pas avoir la matière première ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une vue là, de votre état des résultats. Donc, c'est vraiment une vue de votre rentabilité de votre entreprise. Ça donne vraiment une vue sur la performance de votre entreprise. C'est vraiment pendant votre année. Donc, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on voit la vue là, de votre profitabilité là, de votre entreprise. Puis, c'est sûr que la plupart des logiciels comptables vous permettent de sortir ça mensuellement. Donc, d'avoir un suivi aussi, puis de faire aussi un budget. Qu'est-ce que je prévois comme revenu? Qu'est-ce que je prévois comme dépenses à travers les années? Puis, de sortir mensuellement là, de votre système comptable, c'est vraiment quelque chose d'idéal. Puis après ça, de le comparer aussi. Qu'est-ce que je pensais faire en janvier comme revenu, comme dépense? Puis, qu'est-ce que finalement j'ai fait comme revenu, comme dépense? Donc, d'avoir une analyse là, des écarts là, à ce niveau-là. Finalement, l'autre type d'état financier, on parle du bilan. Donc, le bilan, c'est vraiment une photo à un moment donné de votre entreprise. Donc, exemple que votre fin d'année est au 31 décembre, bien, ça va être vraiment une vue au 31 décembre de les actifs de votre entreprise, les passifs de votre entreprise, puis vraiment les capitaux là, qui sont dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment une vue à un moment donné. Donc, c'est à prendre, dans le fond, c'est sûr que ça peut évoluer. Il faut garder en tête que c'est vraiment un moment précis. Donc, ce qu'on remarque dans cet état financier-là, c'est vraiment, dans le fond, vos actifs que vous avez dans votre entreprise. Donc, qu'est-ce que mon entreprise possède? Donc, au niveau de l'actif court terme, on parle du compte de banque. L'encaisse, c'est vraiment le compte de banque. Combien j'ai dans mon compte de banque au 31 décembre, par exemple? Les comptes débiteurs, donc les comptes clients. Combien les clients ils me doivent au 31 décembre? Les stocks, combien j'ai en valeur de stock là, dans mon entreprise? Puis après ça, on a aussi plus long terme. Donc, est-ce que j'ai un terrain? Est-ce que j'ai une bâtisse? C'est ça qu'on va voir. Puis on va voir les équipements aussi. Donc, on va vraiment voir la valeur comptable là, à une date donnée. Puis après ça, on voit par le fait même, on voit aussi le passif. Donc, comment j'ai financé là, tous ces actifs-là? Est-ce que je suis allée chercher de la dette? Est-ce que j'ai aussi ma marge de crédit? Est-ce que j'ai des comptes fournisseurs que je dois aussi à une certaine date? On va voir les comptes créditeurs là, qui est les comptes fournisseurs. Puis après ça, on a le bout capitaux propres. Donc, les actifs doivent toujours donner passif plus capitaux propres. Ça doit toujours balancer là, dans votre état financier. Donc, les capitaux propres, c'est vraiment à chaque année, vous avez un bénéfice net de votre entreprise. Donc, c'est vraiment les bénéfices nets qui sont cumulés année par-dessus année qu'on voit là, dans les bénéfices non répartis. Puis les actions, généralement, là, quand on parle d'une entreprise puis qu'il n'y a pas vraiment de valeur en la partant, on met toujours 100 $ là, pour les actions. Mais si jamais vous émettez des actions, vous allez chercher un investisseur ou quoi que ce soit, bien là, ça peut venir jouer au niveau des actions, là, au niveau des capitaux propres. Finalement, le flux de trésorerie,
On en a parlé tout à l'heure, le flux de trésorerie. Moi, c'était vraiment, dans les autres slides, c'était vraiment un suivi le plus mensuellement de nos flux de trésorerie. Mais votre comptable peut vous donner une vue de vos flux de trésorerie pour l'année. Donc, vraiment, l'année 1, qu'est-ce qui a bougé au niveau de ma trésorerie? Qu'est-ce qui a bougé au niveau de mon compte de banque? Vous allez avoir une vue là, du 1er janvier au 31 décembre, si votre fin d'année est au 31 décembre, de votre mouvement au niveau des flux de trésorerie. Donc, c'est vraiment séparé en 3 morceaux. Qu'est-ce qui fait bouger là, le flux de trésorerie en tant que tel? Bien, on parle vraiment de vos activités d'exploitation. Donc, vraiment, votre entreprise, là, tout ce qu'elle a généré là, au niveau de la vente de vos produits, au niveau de la réception des comptes clients et tout ça, tout le mouvement là, de vos activités, ça fait bouger la trésorerie. Donc, ça, c'est un premier morceau. Après ça, vous avez aussi, qu'est-ce qui fait bouger la trésorerie? Bien, c'est l'acquisition des investissements que vous avez faits. Donc, c'est sûr, acquérir, exemple, un véhicule, on le voit ici, année 1, moins 15 000. Le fait d'aller acheter un véhicule, bien, ça me crée un trou dans ma trésorerie là, de 15 000. J'ai dû sortir 15 000 de mon entreprise pour aller investir là, dans l'équipement. Donc, ça vient jouer négativement là, les investissements. Puis l'autre morceau, c'est vraiment au niveau du financement. Donc, justement, le fait de rembourser la dette ou le fait d'aller chercher une dette, bien, ça va venir bouger le flux de trésorerie. Donc, d'aller chercher une dette, ça va venir augmenter le flux de trésorerie puisque là, vous recevez de l'argent, vous recevez le financement. Puis de le rembourser, bien, c'est sûr que c'est le contraire. Là, ça vient négativement impacter votre compte de banque, là, votre encaisse là, en tant que tel. Et pour ça, vous allez avoir une vue à votre fin d'année. C'est quoi le flux de la trésorerie là, que j'ai en fin d'année? C'est ça que vous arrivez avec ça. Donc, c'est vraiment une conciliation là, de votre mouvement d'encaisse à travers l'année. Donc, ça peut être super intéressant. C'est sûr que généralement, avec un avis au lecteur, ça ne vient pas nécessairement avec un flux de trésorerie. Comme je vous dis, vous pouvez le faire de votre côté, entrée-sortie. Ça, c'est vraiment formel comptable. Mais c'est sûr que quand on va chercher, dans le fond, une mission d'examen, qui est l'état financier un peu plus poussé, un peu plus coûteux, que là, généralement, ça va venir avec un flux de trésorerie, là, un état des flux de trésorerie. L'autre élément super important pour gérer là, bien vos chiffres, vos états financiers, c'est de calculer des ratios. Donc, c'est sûr que les ratios, ça permet premièrement de se valider versus son industrie. Donc, souvent, il y a des ratios qui sont calculés avec Statistique Canada et tout ça en fonction des ratios. Donc, ça permet de vous benchmarker en fonction des mêmes entreprises, du même créneau, du même secteur d'activité que vous. Fait que ça, c'est un premier élément. Et aussi, ça peut vous benchmarker en fonction de vous. De regarder à travers les années, je recalcule mes ratios à chaque année, puis je peux aussi me benchmarker en fonction de ma propre performance financière. Donc, c'est vraiment 2 éléments hyper importants à regarder. Puis vraiment, là, ça permet de regarder l'évolution de votre entreprise à travers les années. Je vous dirais, il y a 4 principaux types de ratios. Vous pourrez aller voir, je vais vous envoyer le lien là, vers bdc.ca où vous avez vraiment le calcul des ratios vraiment détaillé avec l'explication de la signification des ratios pour vraiment bien les calculer. Et je vous dirais, là, les principaux ratios qu'on regarde, c'est vraiment au niveau de la rentabilité. On va regarder aussi au niveau des liquidités, comment ça se passe vos liquidités versus votre industrie. Après ça, le levier financier, c'est un peu aussi en fonction de votre ratio d'endettement. Fait que ça, c'est le levier financier. Les ratios d'efficience, on parle vraiment, exemple, de est-ce que vos stocks tournent assez? Est-ce que vous vendez là, rapidement vos stocks versus les mêmes entreprises de votre industrie? Ou est-ce que mes comptes clients, ils tournent assez aussi? Est-ce que je me fais payer assez rapidement versus d'autres entreprises du secteur? Donc, c'est vraiment des ratios super intéressants à regarder pour regarder la performance de votre entreprise. Ça donne vraiment une vision sur la santé financière de votre entreprise. Puis ça permet vraiment là, de se benchmarker là, en tant que tel. Puis c'est sûr aussi, comme je vous disais, les banques, les investisseurs aussi regardent ce genre de ratio-là. Donc, c'est intéressant que vous les calculez de votre côté pour voir un peu des fois comment, puis en regardant vraiment comment ils sont composés les ratios, c'est quoi les chiffres qu'on divise là, pour arriver à ces ratios-là, pour dire ben, quel élément je peux travailler pour essayer d'améliorer là, ces ratios-là, puis me rapprocher soit à l'industrie ou m'améliorer là, versus l'année passée. L'autre élément aussi, c'est de prendre les mesures pour améliorer les résultats. Donc, tu sais, après ça, on analyse là, nos chiffres. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos résultats? Donc, il y a vraiment plusieurs éléments sur lesquels on peut travailler pour vraiment améliorer la gestion de la trésorerie. Principalement, bien, je vous le disais, c'est vraiment se faire payer plus rapidement.
Donc, la gestion des comptes clients, c'est un élément super important au niveau de la trésorerie. Donc, vraiment, là, de venir travailler à ce niveau-là, ça va vous permettre d'avoir une gestion de trésorerie plus saine, puis d'avoir la trésorerie nécessaire pour supporter la croissance de votre entreprise. Donc, quelques éléments, on peut produire les factures plus rapidement. C'est sûr qu'en produisant les factures plus rapidement, bien, on est payé plus rapidement. C'est sûr qu'il faut s'assurer là, que, bien évidemment, le travail a été effectué, mais ça permet des fois d'aller chercher quelques semaines là, au niveau du paiement puis de vous aider au niveau de la trésorerie. Après ça, c'est sûr, sévir les mauvais payeurs. Si on a des clients qu'on a de la misère qu'on a de la difficulté à les recouvrer, ça arrive souvent, c'est quelque chose qu'on peut se questionner, là, de dire est-ce qu'on veut continuer avec ce client-là parce que ça vous impacte là, de venir financer un peu ce client-là. Donc, des fois, c'est quelque chose à considérer. Soit peut-être aussi offrir, dans le fond, des ristournes, des rabais si on paye plus rapidement. Ça peut être une façon aussi d'aller chercher, là, de se faire payer plus rapidement. Puis c'est ça, là, en lien avec ça, c'est envisager aussi, dans le fond, les clients plus à problème, qui sont plus difficiles, qui demandent beaucoup d'efforts à vos employés, qui payent vraiment lentement. Ça peut être une façon aussi de regarder là, pour voir un peu là, de conserver l'encaisse dans votre entreprise, conserver l'argent, puis de voir un peu comment on peut être rentable à ce niveau-là. Puis c'est sûr aussi, la technologie, ça permet aussi, les logiciels comptables permettent de sortir les factures plus rapidement, d'avoir un bon suivi. On a beaucoup d'outils qui sont disponibles là, pour vous aider à ce niveau-là. Donc, d'utiliser un bon logiciel qui permet de vous aider aussi à ce niveau-là, ça peut être quelque chose d'intéressant pour venir vraiment là, récupérer vos comptes clients plus rapidement. Après ça, l'autre morceau, c'est sûr, maîtriser les sorties de fonds. Donc, l'autre gros élément là, qui vient jouer sur la trésorerie, c'est vraiment les sorties de fonds. Donc, quand on parle de sorties de fonds, on parle principalement des coûts là, de notre entreprise. Donc, c'est sûr, gérer les coûts variables, ça peut être quelque chose à regarder. Donc, tu sais, exemple, là, notre contrat d'assurance, notre contrat de télécommunication, de revalider qu'on a toujours le meilleur prix. Ça peut être une façon là, de venir diminuer là, nos coûts variables. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours venir aller chercher toujours, on ne peut pas réduire là, les coûts au maximum, mais de toujours avoir une vue sur nos coûts qui sont variables et fixes. Donc, vraiment de voir là, comment on peut venir gratter là, pour voir les meilleures aubaines là, pour essayer de limiter nos coûts. Sinon, investir dans les technologies aussi, ça peut être quelque chose qui peut venir améliorer notre efficacité, accroître notre productivité. Puis quand on accroît notre productivité puis qu'on est plus efficace, bien, nécessairement, on réduit nos coûts. Donc, de venir investir dans les technologies pour venir améliorer nos processus au niveau d'interne, nos employés qui soient plus efficaces, c'est sûr aussi, c'est quelque chose qui peut venir diminuer nos coûts. Puis sinon aussi, bien, tu sais, juste de responsabiliser vos employés au coût, votre personnel, là, les onboarder un peu dans ça, de mettre des initiatives, que ce soit faire un petit tableau de bord, de faire un suivi là, sur les principaux indicateurs là, au niveau de vos coûts, puis d'onboarder votre personnel là-dedans. Ça peut venir vraiment être quelque chose d'intéressant. Ça peut être, exemple, une culture anti-gaspillage au sein de votre organisation, motiver vos employés de quelconque façon pour venir les sensibiliser au niveau des coûts de l'entreprise, puis les sensibiliser aussi de la profitabilité de l'entreprise là, qui soit onboardée là-dedans. Les stocks, c'est le troisième morceau là, qui est vraiment, qui est un autre gros morceau qui vient jouer sur la trésorerie. Donc, c'est sûr, la première étape, c'est de bien la planifier, de bien planifier la demande puis la volatilité de votre produit pour s'assurer qu'on n'a pas trop un gros volume de stock. Parce que quand on a beaucoup de stock, bien, tout notre argent est dans les stocks. Vous avez payé là, pour avoir ces stocks-là, puis vous ne les avez pas encore vendus, vous n'avez pas l'argent de cette vente-là. Donc, par le temps que ces stocks-là sont vendus, puis ensuite que vous avez payé, il y a un gros cycle là, de jours là, qui passe à ce niveau-là. Donc, vraiment, une saine gestion des stocks, s'assurer qu'on est toujours collé sur notre demande, qu'on essaie vraiment de faire le meilleur suivi possible. C'est ça qui permet d'avoir une vue là, sur notre flux de trésorerie là, le plus précis possible. Fait que je vous dirais, c'est vraiment l'élément super important.
Puis sinon aussi, ben, c'est sûr de garder une très bonne relation avec vos fournisseurs, d'essayer de voir là, quand vous avez des croches, des fois de discuter avec eux, peut-être qu'ils peuvent vous offrir un peu de latitude. Tu sais, souvent, vos fournisseurs, c'est une entreprise aussi, ils vivent les mêmes réalités que vous. Donc, des fois aussi, de jaser avec vos fournisseurs, d'avoir une bonne relation, ça permet des fois d'avoir une marge de manœuvre. Si vous avez soit un échéancier serré ou vous êtes serré au niveau de la trésorerie, ça peut être une façon aussi de venir vous aider là, à travers ça. Puis sinon, c'est sûr aussi, il y a beaucoup de logiciels disponibles pour la gestion de vos stocks. C'est sûr que ça peut être coûteux, mais des fois, ça peut venir vraiment aider au niveau de l'efficacité, au niveau aussi de la prévision de la demande, prévision de vos stocks, de bien gérer vos stocks. Ça peut être quelque chose qui peut optimiser là, votre marge de manœuvre en tant que tel. Puis c'est sûr, ben, tu sais, des produits, là, tu sais, je vous disais d'aller chercher vraiment tu sais, quand je vous parlais là, de suivre la demande de vos produits, pour les produits qui roulent moins, de regarder la rotation de vos stocks. Là, je vous parlais des ratios d'efficience, de regarder la rotation de vos stocks, mais par produit, puis de voir un peu mes produits qui roulent moins. Qu'est-ce que je peux faire avec? Parce que de les conserver, c'est des coûts d'entreposage, puis en plus, c'est de l'argent qui est stocké dans vos stocks, qui rentabilise pas votre entreprise. Donc, potentiellement peut-être abandonner certains produits qui tournent moins, ça peut être une option aussi pour venir vraiment vous aider là, au niveau de votre trésorerie. Le troisième élément pour s'assurer d'avoir une saine gestion là, de vos finances, c'est vraiment d'obtenir le financement adéquat que vous avez besoin pour votre entreprise. C'est sûr, quand on parle de produits, de projets un peu plus long terme, que ce soit acheter un camion, vous voulez remanier votre site web, vous avez des projets un peu plus d'envergure, puis un peu plus long terme, c'est là que ça devient intéressant aussi d'aller chercher un prêt commercial pour venir appuyer votre croissance, puis de ne pas utiliser votre liquidité opérationnelle, là, votre liquidité dans votre compte de banque. Ça devient intéressant d'aller chercher un prêt pour venir amortir cette dépense-là dans le temps, puis pas avoir un gros chunk là, pour votre investissement que vous voulez faire dans votre entreprise. Donc, vraiment, là, ça permet vraiment de diminuer la pression et le stress au niveau de votre fonds de roulement d'entreprise. Ça peut être quelque chose de super optimal là, dans la structure là, de votre entreprise. Donc, ici, on a un peu les 5 C que le banquier examine là, quand il regarde une demande de financement. Donc, c'est toujours intéressant là, de regarder là, les 5 éléments que principalement on regarde. C'est sûr, quand on parle de caractère, le premier C, on parle vraiment de l'équipe de direction. C'est quoi vos compétences? C'est quoi votre expérience? C'est quoi vos antécédents là, que vous avez? Un peu de questionner, là, c'est qui les gens de l'équipe de direction? À quoi ressemblent ces gens-là? C'est quoi leur parcours? Puis pourquoi là, vous en êtes là, à créer votre entreprise? Puis où vous en êtes aussi dans votre modèle de gestion? Après ça, l'autre élément qu'on regarde aussi, ben, c'est la capacité d'emprunt. D'aller chercher le financement, ça peut être super optimal, mais il faut être capable de le rembourser aussi. Donc, en fonction, là, si, exemple, on fait un projet, puis qu'on sait que ce projet-là, il est porteur, là, il va nous ramener, là, on a le goût de lancer un nouveau produit. Donc, on va aller chercher un financement là, pour le lancement de ce nouveau produit-là. Après ça, est-ce que les retombées de cette vente de ce nouveau produit-là vont me permettre de rembourser ce financement-là? Donc, c'est ça qu'on va regarder. Est-ce qu'on ne veut pas vous mettre à la gorge là, en tant que tel là, avec votre entreprise puis l'emprunt? Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que vous êtes capable de rembourser annuellement chaque année et est-ce que ce que vous avez prévu avec le lancement de ce nouveau produit-là, ce projet-là, est-ce que ça vous permet là, de rembourser là, annuellement votre capacité d'emprunt? Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde au niveau de la capacité d'emprunt. Au niveau du capital, ben, c'est vraiment de regarder un peu les chiffres de votre entreprise. Donc, on en a parlé un peu plus loin, on va regarder les ratios, on va regarder c'est quoi votre croissance, c'est quoi votre rentabilité, c'est quoi votre trésorerie. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va regarder aussi vraiment l'analyse financière de votre entreprise, comment se porte votre entreprise, comment se portent vos liquidités. Puis après ça aussi, il y a les conditions. Bien, c'est sûr que dans le fond, on va accorder là, des conditions de financement là, par rapport au prêt. Donc, on va établir ça là, en fonction du risque du dossier et tout ça. Donc, c'est l'autre élément là, en termes de conditions de financement, de regarder aussi, ça va être quoi la durée d'amortissement, ça va être quoi le taux d'intérêt, ça va être quoi, est-ce que j'ai un moratoire sur ce financement-là? Donc, de regarder toutes les conditions, là, est-ce que ça fait du sens là, avec où mon entreprise aille pour supporter ma croissance? Finalement, l'autre élément, c'est la caution. Fait que c'est sûr qu'on va regarder là, soit les actifs de l'entreprise ou les actifs aussi de l'emprunteur, de l'actionnaire, pour regarder là, la valeur là, de la caution. C'est sûr que c'est quelque chose que les banques regardent là, avant d'obtenir un financement.
Donc, un peu, j'en ai parlé un petit peu, mais essayez de regarder aussi, de comprendre là, les détails là, du prêt. Donc, souvent, là, on est axé sur le taux d'intérêt, mais il y a plein d'autres éléments à considérer dans les financements pour s'assurer d'avoir le financement adéquat qui répond aux besoins de mon entreprise. Donc, oui, il y a le taux d'intérêt, mais il y a aussi, est-ce qu'on est capable, est-ce que mon financement, là, il est amorti sur une plus longue période? Je donne un exemple, là, on prend un prêt, puis il est amorti, exemple, sur 4 ans, bien, il peut être amorti sur 5 ans, sur 6 ans. Donc, des fois, d'aller voir, ça va être quoi la durée d'amortissement? Donc, c'est quoi mon paiement annuel de remboursement de mon prêt? Et est-ce que ça me donne de la flexibilité s'il est des fois un peu plus long? Peut-être que le taux d'intérêt va être un peu plus élevé, mais d'avoir un amortissement plus long, et ça me permet justement de continuer à investir dans mon entreprise, de ne pas être constamment en train de repayer le financement, puis de pouvoir investir dans mon entreprise pour faire encore plus d'argent dans mon entreprise. Donc, c'est quelque chose à regarder, là, la durée du financement. C'est quoi la caution que je donne aussi? Dépendamment des institutions financières, il y en a certaines qui vont prendre plus de caution que d'autres. Donc, c'est quoi les garanties que je donne pour ce prêt-là? C'est quelque chose à regarder. Et après ça, bien, comme je vous disais, la souplesse des modalités de remboursement. Est-ce que ma première année, j'ai un moratoire? Est-ce que je paye juste l'intérêt? Est-ce que ça, bien, c'est un plus pour mon entreprise parce que je paye moins la première année, je sais que je vais avoir un ramp-up dépendamment de mon projet. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je trouve intéressant là, pour mon entreprise? Là, c'est quelque chose à valider aussi. Toute la souplesse là, des modalités de remboursement. Est-ce que c'est quelque chose qui va être un plus là, pour mon entreprise ou de s'adapter aussi? Si, exemple, moi, je suis une entreprise plus saisonnière, est-ce que mes remboursements peuvent se coller à ça aussi? Est-ce que l'institution financière accepterait d'avoir un financement un remboursement de prêt qui se module en fonction de ma saisonnalité? Ça peut être quelque chose à discuter. Puis si oui, bien là, ça peut être super intéressant là, au niveau de vos flux de trésorerie. Ça va vous aider là, au niveau des creux de vague, des saisons plus mortes, de vous aider là, avec votre type de trésorerie. Finalement, on a fait dans le fond, je trouvais ça intéressant de vous présenter un peu c'est quoi la différence entre la dette et de l'équité. Donc, c'est quoi la différence entre la dette et les capitaux propres? Souvent, là, ça nous permet d'avoir une vue là, pour démêler un peu tout ça. Donc, quand on parle d'un emprunt, puis, dans le fond, chacun des éléments a ses avantages et ses inconvénients. On va le passer à travers ensemble. Quand on parle d'emprunt, c'est vraiment un prêt, là, principalement, soit des institutions financières, soit de vos fournisseurs, ça peut être des entreprises à facturage, ça peut être aussi un ami ou une famille qui vous fait un emprunt, là, carrément, qui vous fait un prêt avec un taux d'intérêt relié à ça. Donc, je vous dirais, là, les principaux avantages de l'emprunt, c'est, premièrement, vous gardez le plein contrôle de votre entreprise. Vous ne donnez pas d'action là, en tant que tel, c'est vraiment un financement. Donc, c'est vraiment un partenaire externe. Vous ne diluez pas là, les actions de l'entreprise, donc vous avez vraiment le plein contrôle de votre entreprise. En plus, les coûts aussi de la dette sont déductibles d'impôts dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment des dépenses déductibles qui font en sorte que vous payez moins d'impôts aussi en fin d'année pour le coût de l'emprunt. Puis le remboursement, bien, il peut être souple là, dépendamment du partenaire financier, donc ça peut être intéressant. C'est sûr qu'au niveau des inconvénients, bien, un prêt, on le sait, là, on a un montant qui se dépose dans notre compte de banque, mais après ça, il faut le repayer. Ça vient le mois suivant. Donc, c'est sûr que si notre projet décolle pas aussi rapidement que prévu, bien, ça peut être un inconvénient d'aller chercher un prêt parce que le remboursement se fait tout de suite. Ce qui n'est pas le cas des capitaux propres. On va le voir plus loin, mais quand un investisseur vient mettre de l'argent dans l'entreprise, on ne s'attend pas nécessairement à le rembourser le mois suivant. Donc, ça permet une flexibilité à ce niveau-là. Donc, je vous dirais, là, c'est principalement ça l'inconvénient là, en tant que tel du financement. Puis c'est sûr, ben, en tant que tel, le remboursement du prêt peut créer aussi une pression sur les liquidités de l'entreprise. Si votre ramp-up, il n'est pas fait exactement comme vous l'avez prévu, ça peut mettre une petite pression là, au niveau de vos remboursements et de vos flux de trésorerie de l'entreprise. Puis quand on parle des capitaux propres, bien, on parle vraiment soit de l'argent que les actionnaires mettent, donc de l'épargne personnelle que vous mettez, ça peut être des dons famille, amis, vraiment un don d'argent qu'on appelle là, dans le langage courant du love money. Ça peut être aussi des investisseurs qui viennent prendre une portion de vos actions. Donc, ça va être vraiment vu comme des capitaux propres. Donc, c'est tout genre d'investissement, là, soit d'un partenaire financier, soit de vous personnellement, ou soit d'un don de votre famille ou quoi que ce soit qui vient mettre de l'argent dans l'entreprise. C'est sûr, le principal avantage de ce financement-là par capitaux propres, c'est que c'est hyper souple. Je veux dire, on n'est pas obligé de le rembourser maintenant. C'est vraiment un investissement en argent qu'on vient mettre directement dans l'entreprise, puis il n'y a pas de modalité établie là, de remboursement. Donc, ça, c'est super là, pour votre flux de trésorerie.
Puis, il faut aussi d'aller chercher un partenaire aussi qui peut vous amener des compétences au niveau de votre entreprise. Ça peut être intéressant d'aller chercher un partenaire qui est fort, exemple, en gestion financière. Ça peut être vraiment un plus pour votre entreprise. Donc, ça peut être une belle valeur ajoutée, autre que l'argent qu'il va mettre, mais ses compétences, puis, dans le fond, ses connaissances du marché peut être intéressant pour votre entreprise. C'est sûr que les inconvénients, bien, on en a parlé, mais c'est sûr que ça peut être un processus qui est quand même assez coûteux. Il va y avoir des frais d'avocat, de faire un contrat, de s'entendre aussi sur le prix de vente. Ça peut être quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'effort. Puis c'est sûr aussi, ben, l'effet négatif, c'est que vous diluez les actions de votre entreprise. Si c'est un investisseur là, qui vient investir, vous diluez là, votre actionnariat, puis vous n'avez pas la mainmise là, sur 100% là, des décisions de votre entreprise. Finalement, on va terminer avec ça. C'est vraiment un peu les erreurs courantes là, des entrepreneurs par rapport aux emprunts. Je vous dirais, le premier élément, c'est de ne pas venir emprunter. C'est justement là, quand notre projet est un peu plus long terme, puis qu'on vient utiliser nos liquidités d'entreprise pour venir supporter ce genre de projet-là. Ça peut venir vraiment créer un stress au niveau de vos flux de trésorerie. L'autre aussi, c'est soit d'aller chercher de la dette personnelle pour venir investir dans l'entreprise. Ça augmente votre niveau d'endettement personnel, puis vous prenez vraiment 100% du risque là, en faisant ça. Puis vous amputez aussi votre capacité d'emprunt personnellement si vous voulez vous acheter une maison ou des projets quelconques, de ne pas venir emprunter au niveau commercial. Ça vient vous amputer là, personnellement là, pour des projets X, Y, Z. Donc, vraiment, là, en plus, comme je le disais, là, le coût du financement commercial, c'est déductible d'impôt. Donc, ça peut venir être une bonne décision d'affaires si votre projet est un peu plus long terme. De ne pas aussi tarder à emprunter. Souvent, là, quand on arrive dernière minute puis que notre projet, notre besoin là, en prêt, il est là, il est super urgent. Vraiment, là, c'est pas super rassurant là, pour des intervenants financiers. Donc, de vraiment faire vos projections financières, faire vos projections de flux de trésorerie, puis de voir en amont, c'est quand je vais avoir besoin de financement. C'est vraiment quelque chose de super rassurant pour les investisseurs. Puis, ça permet de discuter de votre besoin, mais de le voir vraiment en amont. Donc, tarder à emprunter, je vous dirais, c'est la deuxième erreur fréquente qu'on voit généralement. Puis c'est sûr, sinon, d'emprunter un trop petit montant de financement, ça peut être une erreur aussi qui est faite, vraiment de regarder vos besoins 6 à 8 mois pour pas devoir faire une autre demande de financement rapprochée. C'est quelque chose non plus qui est pas bon pour vous, qui est pas bon pour votre dossier de crédit. Donc, de vraiment regarder un peu plus long terme là, votre besoin de financement, ça peut être quelque chose de super avantageux là, pour vous. Puis de regarder aussi pour rembourser le prêt trop rapidement. Souvent, quand on pense à une dette, on veut tout de suite la rembourser. Là. C'est comme un automatisme. On veut tout de suite la rembourser le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas oublier qu'un emprunt commercial, c'est vraiment pas comme une dette personnelle. Vraiment, là, l'encaisse que vous avez dans votre entreprise, l'argent que vous avez dans votre entreprise, c'est vraiment le carburant de votre entreprise. C'est comme du gaz là, pour faire aller votre voiture. Donc, vraiment de regarder, est-ce que c'est un bon moment de rembourser? Si votre entreprise est vraiment plus stable et que vous avez pas d'idée de croissance, quoi que ce soit, votre entreprise est stable, ça va bien, vous avez des flux de trésorerie positifs, tout va bien, bien là, ça peut être un moment intéressant de peut-être venir rembourser plus rapidement le prêt. Mais si vous êtes en croissance, généralement, on a toujours besoin de plus d'argent pour supporter cette croissance-là. Donc, vraiment d'examiner vous en êtes où avec votre entreprise, de regarder ça avant de faire trop rapidement, là, de venir rembourser le prêt trop rapidement. Puis ça peut venir affecter après ça là, votre capacité de supporter votre croissance là, de votre entreprise. Donc, c'est vraiment de regarder votre entreprise, vous en êtes où, c'est quoi vos projets futurs, et de vraiment faire une analyse de cette situation-là pour voir un peu est-ce que c'est un bon moment là, pour venir rembourser plus rapidement la dette. Je vous mets ici, vous avez vraiment plein d'outils financiers. J'en ai parlé pendant le webinaire, mais il y a vraiment plein d'outils sur le site de bdc.ca. Je les mettrai dans le chat à la fin là, du webinaire. Vraiment, là, premièrement, on a tout le calcul là, des ratios financiers, comment ça se calcule, la définition en tant que telle. On a aussi
On a aussi un dictionnaire là, comptant plus de 300 termes financiers avec leur définition. S'il y a des mots là, que vous n'avez pas, que vous voulez savoir un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, là, des définitions, vous allez voir sur le site de bdc.ca. Puis vous avez aussi une boîte à outils de l'entrepreneur que vous avez plein d'outils pour vous benchmarker avec l'industrie par rapport, oui, financier, mais par rapport à votre site web, des outils aussi au niveau de vos opérations. Donc, vraiment, là, allez jeter un coup d'œil sur bdc.ca. Il y a vraiment plein d'articles et outils super pertinents qui peuvent venir en complément là, avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, puis venir vous aider. Il y a aussi des gabarits de projection financière qui peuvent venir vous aider là, pour commencer. Donc, vraiment, là, un paquet d'outils hyper intéressants pour vous là, sont disponibles là, dans la section boîte à outils de l'entrepreneur là, sur le site de bdc.ca. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup de votre participation. Puis, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Excellent. Merci beaucoup, Alexandra. C'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Et on a quelques questions qui sont rentrées. J'espère que vous m'entendez toutes et tous très bien. J'ai eu un petit souci tantôt, mais là, c'est parfait, ça fonctionne. Alors, donc, j'ai une première question de Suzy. Donc, c'était, est-ce que vous avez des exemples sur Excel, par exemple, de vos budgets? Est-ce que c'est disponible? Oui, absolument. Là, sur bdc.ca, il y a des gabarits disponibles dans Excel pour vraiment faire un suivi de vos projections. Puis comme je vous dis, sinon, c'est vraiment de prévoir vos rentrées, vos sorties de fonds sur Excel. Là, ça se fait super bien. Donc oui, assurément, il y a des gabarits disponibles pour vous aider à ce niveau-là. Excellent, parfait. Une prochaine question de Karine. Donc, en lien, donc, la question, est-ce que le planificateur de trésorerie, est-ce que c'est un budget? Est-ce que c'est considéré comme un budget? Je ne sais pas, peut-être si tu pourrais peut-être préciser un peu plus ta question, Karine, mais… En fait, il y a comme deux éléments sur lesquels on peut faire quand on dit faire un budget. Donc, on peut faire un budget sur notre flux de trésorerie, donc nos entrées, nos sorties de fonds, qu'est-ce qu'on pense recevoir dans les prochains mois. Donc, ça, c'est un élément de budget qu'on peut faire. Et on peut le faire aussi au niveau de l'état des résultats. C'est quoi mes revenus que je pense avoir, puis c'est quoi mes dépenses que je pense avoir. Puis on peut le faire aussi en budget, donc qu'est-ce que je prévois chaque mois. Donc, c'est vraiment deux éléments qui s'entrecroisent, mais qui sont différents. Donc, on peut faire notre budget sous ces deux niveaux-là. Et notre budget de flux de trésorerie, donc mes rentrées, mes sorties de fonds, puis et notre budget de ma profitabilité, donc ça va être quoi mes revenus, ça va être quoi mes dépenses que je vais avoir dans mon entreprise à chaque mois. Excellent. Parfait. Ensuite, j'ai quelques questions en lien surtout avec l'approvisionnement. Comment compenser ou financer un inventaire nettement plus important en temps de COVID? Donc, vraiment, avec le just-in-time, comment est-ce qu'on peut… est-ce que vous avez des outils? Quels sont les meilleurs logiciels sur la gestion de stock? Donc, je regroupe un peu la question de Sabine, Maud et Caroline qui tournent autour de la gestion de l'approvisionnement, surtout en temps de pandémie, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr qu'il y a plein de logiciels disponibles sur le marché. À la BDC, on peut vous aider à regarder justement un peu plus en profondeur, vraiment en fonction de votre entreprise, comment être un peu plus efficace au niveau de la gestion de vos stocks. Fait que ça va être quelque chose qu'on peut venir vous aider plus pointu sur ça. C'est sûr que là, c'est difficile là, d'y répondre parce que je n'ai pas la vue sur l'entreprise, mais on peut vraiment venir vous aider. Là, ça me fait plaisir d'en parler un peu plus en détail. Mais oui, il y a des logiciels, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Fait que c'est de prendre celui qui est approprié pour votre entreprise. Puis après ça, c'est de prévoir la demande. Donc, c'est sûr qu'en COVID, ça peut être plus difficile. On n'a pas de boule de cristal, mais vraiment au moins d'essayer de faire une projection. Puis après ça, de regarder aussi qu'est-ce qui est rentré réellement pour réajuster le tir de votre projection. Tu sais, là, ça fait déjà 1 an qu'on est en COVID. Qu'est-ce qui est rentré dans la dernière année au niveau de vos stocks? À quoi ressemblaient vos stocks? De faire une projection en fonction de qu'est-ce qui se passe là, actuellement. Donc, je vous dirais que ça serait ça, là, les meilleurs outils là, pour vous aider. Là. Excellent. Effectivement, le site de la BDC a énormément de ressources par rapport à ça. Une autre question de Chantal. Si on a du love money, est-ce que c'est considéré comme des capitaux propres, surtout si on doit le rembourser éventuellement? Je vous dirais, si on doit le rembourser, dépendamment, c'est quoi les modalités de remboursement. Donc, ça peut être considéré et de l'équité
c'est-à-dire capitaux propres, et de la dette, dépendamment, c'est quoi les modalités. Si c'est vraiment du pur love money, que c'est carrément un don, là, ça va être vraiment considéré comme des capitaux propres dans l'entreprise. Il y a des modalités de remboursement, ben là, ça peut peut-être être considéré comme une dette. Mais c'est sûr que cette dette-là va être quand même beaucoup plus patiente qu'un prêteur, qu'une banque, parce que vous n'êtes pas nécessairement obligé de le rembourser maintenant. Donc, dépendamment des modalités, je vous dirais, du love money, ça va être de voir, ça peut être soit une dette, soit des capitaux propres, mais si c'est vraiment un pur don, c'est là que ça va être vraiment considéré comme des capitaux propres. Excellent. Une prochaine question de Nancy. À quel moment dans la croissance de notre entreprise nous pouvons cesser de co-signer personnellement une demande de prêt et même convaincre un prêteur que nous n'avons plus besoin de co-signer le prêt? Donc, à quel moment est-ce qu'on peut arrêter de co-signer personnellement le prêt? Je vous dirais, ça dépend de la nature de ce qu'on finance. Si on vient financer un équipement ou un immeuble commercial, là, généralement, on peut venir vraiment diminuer quand même significativement la caution personnelle qu'on va donner. Mais c'est sûr que si c'est un prêt plus cash flow, un prêt de fonds de roulement, c'est assez rare qu'on va venir enlever la caution. C'est vraiment notre seule façon de venir sécuriser le financement. Je pense principalement au financement de femmes et sœurs, de BDC en termes plus fonds de roulement. C'est notre seule façon de s'attacher à quelque chose par rapport à votre entreprise, parce que généralement, la banque, avec votre marge de crédit, elle va venir prendre le court terme, elle va venir prendre les stocks et les comptes clients. Puis après ça, ben, si on finance un équipement spécifique, ben, la banque va venir prendre cet équipement-là spécifiquement. Mais si c'est un prêt fonds de roulement, c'est vraiment rare qu'on peut venir enlever, même si l'entreprise va super bien, on ne pourra pas venir enlever le cautionnement personnel en grande majorité du temps. C'est vraiment notre seule façon de s'attacher, c'est notre seule caution pour la banque en tant que telle, pour le prêteur en tant que tel. Parfait. Et même si nous n'avons pas de financement de la BDC, est-ce qu'on peut quand même recevoir des services? Une question de monde. Oui, assurément. C'est vraiment deux services distincts. Donc, ça me fait plaisir d'en parler plus davantage, mais oui, assurément, c'est vraiment deux services distincts. Donc, on peut avoir accès aux services conseils sans être client financement, assurément. Parfait. J'ai pas d'autres questions qui sont rentrées. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Non? Oui, je vais me permettre, j'ai activé mon micro. Dans le fond, si nous voulons obtenir les services de la BDC, peut-on vous contacter personnellement ou quelle est la meilleure démarche? Oui, assurément. Je vais mettre les coordonnées dans le chat. Vous pouvez me contacter sans problème. Ça me fera plaisir de regarder ça avec vous. Parfait, merci beaucoup. Bien, vous les avez mis dans la dernière page de votre présentation. Puis, on va pouvoir vous envoyer aussi en PDF la présentation, puis vous allez avoir les coordonnées aussi à l'intérieur. Parfait. Merci, c'est apprécié. Parfait. J'ai une question qui vient de rentrer tout de suite de Shio. C'est une question en anglais-français. Ça dit « What are your insights on the Emploi Québec programme SPA » donc pour le soutien aux travailleurs autonomes. Je ne sais pas si peut-être elle pourrait peut-être préciser sa question. Est-ce que c'est par rapport au soutien de travailleurs autonomes, Shio? I'm not understanding your question. Could you maybe just clarify? Sinon, on pourra prendre une autre question de l'audience si jamais vous en avez d'autres. Ou est-ce qu'Alexandra, tu pourrais peut-être aussi préciser certains éléments, peut-être des questions qu'on t'aurait peut-être pas posées ou qui seraient peut-être pertinentes? Je lance ça comme ça. Mais je vous dirais, principalement, c'est vraiment ça, de faire la différence des fois entre les flux de trésorerie et notre budget, de démêler un peu tout ça. Je vous dirais, c'est ça, on a vraiment l'état des résultats, le bilan, que c'est vraiment des états financiers comptables. Et après ça, nous, on peut faire une projection de nos flux de trésorerie, nos rentrées, nos sorties. Ça, c'est quelque chose d'autre. Donc, de démêler tout ça, si vous avez des questions plus particulières par rapport à ça, ça me fera plaisir d'y répondre. Okay. J'ai une question de Caroline qui revient. Elle aimerait vraiment connaître les meilleurs logiciels pour la gestion d'inventaire.
Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais qu'à la BDC, on peut vous aider là, dans le choix des meilleurs logiciels en fonction de votre entreprise. C'est quoi vos besoins? On va regarder votre entreprise, c'est quoi vos besoins? C'est quoi les joueurs aussi de votre entreprise? Qu'est-ce qu'ils ont actuellement? C'est quoi les meilleurs sur le marché? Et de regarder un peu là, comment on peut vous aider là, à répondre à vos besoins. Puis on va vous donner une liste de fournisseurs principaux. C'est quelque chose qu'on peut vous aider là, à travers nos services conseils, là, de vous aiguiller par rapport à ça. Là. Excellent. Je crois que ça répond. De Justine Collard, une question. Je suis travailleur autonome et je veux créer un centre de naissance. Qu'est-ce que je dois montrer comme document à la banque? Est-ce que c'est un plan d'affaires? Quels sont les documents globalement qu'il faut fournir pour la demande? Bonne question. Oui, en fait, un plan d'affaires, c'est sûr que ça montre vraiment un peu le CV de votre entreprise. Fait qu'un plan d'affaires, c'est toujours quelque chose qu'on a besoin. Et après ça, c'est avoir des projections financières. Donc, vraiment, là, comme je vous disais, d'avoir une vue là, revenu-dépenses sur 2 ans au minimum, là, ça va ressembler à quoi là, vos revenus là, pour les 2 prochaines années, donc d'avoir des projections financières. Puis dans le plan d'affaires, là, on a aussi des gabarits sur bdc.ca, c'est d'y inclure vraiment vous, le marché, votre produit, qu'est-ce qui vous démarque. Puis après ça, il y a plein d'éléments à ajouter dans le plan d'affaires, mais je vous dirais que c'est vraiment les 2 éléments hyper importants, là, des projections financières puis un plan d'affaires. Ça serait ça les 2 gros morceaux là, à avoir là, pour une demande de financement. Une autre question de Raphaël. Alors, est-ce que le logiciel comptable Sage permet de sortir des flux de trésorerie? Je ne sais pas si… Oui, il peut sortir des flux de trésorerie. Sinon, comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser aussi dans Excel. Parce que oui, il va vous sortir le réel, là, donc qu'est-ce qui est rentré dans le mois, qu'est-ce qui est sorti dans le mois. Mais par contre, vous n'allez pas avoir non plus une vue sur vos projections, c'est vous qui devez les faire. Qu'est-ce que je prévois recevoir dans mes prochains mois au niveau de vos flux de trésorerie? Donc, c'est sûr, pour le réel, ça va être votre logiciel comptable qui va vous sortir tous les rapports que j'ai discutés. Mais après ça, pour le suivi, plus de regarder vos projections financières dans la prochaine année. Ça, vous pouvez le faire dans Excel facilement en sortant vos réels là, de votre système comptable puis d'y ajouter ensuite vos projections par la suite. Une autre petite question. Avez-vous des recommandations concernant des logiciels de suivi, comptable, facturation, budget? Est-ce qu'il y a des logiciels qui reviennent souvent ou qu'on entend souvent sur le marché qui seraient peut-être pertinents? Bien, c'est sûr que Sage, QuickBooks, c'est vraiment des logiciels qu'on utilise, que les entrepreneurs utilisent beaucoup. QuickBooks est vraiment facile à utiliser là, si on n'est pas comptable, là, de faire le suivi là, de vos chiffres. QuickBooks, je vous dirais que c'est le plus facile à utiliser. Mais après ça, là, tous les logiciels sont valables là, au niveau de la comptabilité. Là, c'est vraiment pour la facturation. Après ça, c'est vous aussi de prendre ces éléments-là puis de faire des analyses supplémentaires avec ça. Fait que ça, vous pouvez utiliser l'Excel là, pour prendre les données de votre logiciel comptable et après ça, de les amener à un autre niveau, de pouvoir les analyser. Mais pour vraiment le suivi de votre tenue de livre, là, QuickBooks, Sage et autres font l'affaire assurément. Excellent. Ben, j'ai pas d'autres questions. Je pense que est-ce que vous avez d'autres dernières petites questions à soumettre à Alexandra avant qu'on puisse clôturer la rencontre d'aujourd'hui? Dernier tour. Non? On n'a que des merci dans le C'était très, très intéressant. Tout le monde a apprécié 1 heure intense, mais quand même beaucoup de contenu. Ça va être également disponible sur nos réseaux sociaux prochainement. Donc, vous allez pouvoir revisionner tout ça, prendre des notes. Puis, je pense que le site de la BDC également vous permettra d'avoir accès aux ratios pour pouvoir les calculer. Mais je pense que c'est très, très, très important, les chiffres, de pouvoir maîtriser vos chiffres pour pouvoir prendre des décisions éclairées pour gérer votre croissance. Donc, merci. Puis n'hésitez pas là, à me contacter là, pour des questions plus pointues, plus précisément à votre entreprise. Là, ça me fera plaisir d'y répondre. Excellent. Un gros merci. On n'a que des merci, Alexandra. Tout le monde a adoré ta présentation. Merci beaucoup. Alors, juste le petit mot de la fin. Donc, j'aimerais donc à nouveau remercier BDC pour la présentation de ce webinaire. Et bien entendu, Alexandra, pour la présentation à laquelle nous venons d'assister. Un grand merci également à vous tous pour votre présence et toutes les questions que vous nous avez posées, très, très, très pertinentes les unes des autres. Et je vous invite à consulter également le site Internet ainsi que la page Facebook de Famessor de votre région pour la programmation des prochains webinaires. Il y a
On a beaucoup, beaucoup de formations, beaucoup de webinaires, donc restez à l'affût. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et semaine.